Alors pour ce qui est de la jeunesse studieuse, je vais essayer d'être très court, mais j'en suis d'avance Marie, parce qu'elle est aussi très intéressante. Mais elle est absolument nécessaire pour comprendre la deuxième partie. En 1913, il naît à Coulommiers, près de la place qui aujourd'hui trouve une rue qui porte son nom, grâce à l'intervention du séminaire Robert-Roussel et de la municipalité. Il est dans le pays briard. Son père est drapier. Et le jeune Ozell va parcourir la Brie et il sera influencé par ces paysages de ciel vallonné et de vallons et de construction aussi en pierre du pays, et puis cette espèce d'horizontalité puisqu'on est sur le plateau de la Brie. Et les bâches Ozell, eh bien, ma foi, étaient universellement connues de ce pays, puisque les trousseaux des filles et les bâches servaient aux agriculteurs. Alors, un accident lui arrive, et voyez-vous, dans tout malheur, il y a toujours une opportunité qui se présente. Il est blessé au coude, il aura une légère indisponibilité de son bras, mais il va en vacances à Saint-Vendry, et avec ses parents, il rencontre celui qui va changer sa vie, le père Carton, le curé de Saint-Vendry, qui est un ancien commis d'architecte. Et la vocation d'Ozell viendra ce jour-là. Il restera 1 an avec le père Carton. Il préparera l'accès à l'École nationale supérieure des beaux-arts en candidat libre. Il réussira. Il fera en 31 son parcours à l'école d'une façon éclair, en 5 ans, ce qui ne se voit jamais, avec des résultats tout à fait remarquables sur le plan scolaire, et avec dans un contexte où il ne pouvait pas ignorer les sciames d'Athènes de 1933, et il ne pouvait pas non plus, en 1936, ignorer ce mouvement populaire qu'il y a pu avoir. Donc vous voyez déjà le contexte dans lequel il se trouvait. Et là aussi, il prend une deuxième option, qui est une option très originale. Avec quelques camarades, ils s'inscrivent à l'Institut d'urbanisme de Paris. C'est très original parce que l'Institut d'urbanisme de Paris n'avait pas nécessairement des architectes, mais il y en avait surtout de très bien. Il y avait notamment Gaston Bardet, qui était encore, on peut dire, le père fondateur avec son beau-père, Marcel Poète, et tous deux intimement chrétiens, profondément chrétiens, comme le sera Robert Ozell. Donc vous voyez cette ambiance de l'Institut d'urbanisme de Paris, basée sur les méthodes de travail concernant les études qu'il faut faire avant de pouvoir construire. C'était très différent de ce qu'il avait pu apprendre à l'école des beaux-arts. C'était très différent aussi de l'aspect doctrinaire qui se dégagera par la suite de la charte d'Athènes. Et puis en 1939, le voilà-t-il pas qu'il prend son vélo avec son camarade Paul Dufournet, et les voici partis pour la Hollande à bicyclette, dans un comportement assez amusant, peut-être que les filles Ozell vous le diront, et ils découvrent à ce moment-là l'architecture nordique. Ils découvrent, et ils se font des relations aussi, et cette architecture nordique le marquera aussi toute sa vie. Donc voyez-vous, profondément chrétien, marqué par l'architecture nordique et en même temps l'urbanisme basé sur la simplicité des formes, sur le lien avec la nature et sur ce qui sera pour lui l'ultime question, le problème de la mort et de l'avenir après. Donc il fait son service militaire, caserné au château de Vincennes, il rencontre Chambard de Lauve qui sera avec lui par la suite dans différentes études. Et puis, ma foi, après la débâcle, il est bien évidemment démobilisé. Et comme il faut vivre, on est en 41. Et en 41, eh bien, ma foi, il y a un ministère de la reconstruction. Il y a André Protin qui continuera son parcours administratif et technique au-delà de la reconstruction. Et donc, il est embauché parmi les 12 contractuels qui sont chargés de faire les plans d'urbanisme des villes sinistrées. Et il échoit à Robert Ozell de s'intéresser plus spécialement à Neufchâtel-en-Bray et quelques autres. Et
Pendant ce temps-là, en 42, il peut aussi présenter son diplôme à l'Institut d'urbanisme de Paris, dont il en ressort la même année lauréat. Et c'est vrai que son thème de thèse a été les problèmes de sépulture en urbanisme. Donc vous voyez bien le personnage qui commence à se construire et qui vient par la suite, après en 43, comme il avait fait le plan d'urbanisme de Neufchâtel-en-Bray de façon tout à fait exceptionnelle et remarquable, en ce sens qu'il avait fait de la concertation avec les habitants, et pour cause, la ville de Neufchâtel-en-Bray, 70% de destruction. Donc les habitants étaient là pour faire pression. Il avait, et je passerai rapidement, innové un certain nombre d'idées en matière d'urbanisme et surtout la concertation, la communication avec le public, qu'il avait fait remarquer par l'inspecteur général Marrast, qui l'appelle un soir et qui lui dit « Bon, eh bien, si vous acceptez de devenir mon adjoint, j'en serai fort ravi et vous avez 24 heures pour répondre. » Alors bien sûr, il a dû en parler à qui de droit, et le lendemain, il était embauché, et il devenait ainsi un adjoint et en même temps un fonctionnaire de l'État pour lutter notamment dans la circonscription de Rennes sur ce qu'il a appelé, lui, l'habitat défectueux, que d'autres appelaient l'habitat insalubre dans les textes, mais je ne développerai pas ce point-là. 44, bien évidemment, c'est la Libération. La Libération et le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, avec un Raoul Dautry effervescent, comme l'appelait Pierre Randé, qui succédera à André Potin par la suite. Et voilà, et à ce moment-là, tout va se jouer